Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est le micro du Pasteur Bobo. Ici, nous donnons la parole à l'élite congolaise. Nous sommes encore avec Patrick Iliko. Beaucoup, vous avez apprécié ses interventions. Nous sommes encore avec lui. On va essayer de développer avec lui. Bonjour, monsieur Patrick. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Ça va très bien, oui. J'ai commencé d'abord par la dernière vidéo. Patrick dévoile les secrets de l'accord Tshisekedi-Kabila qui dérange. Les réactions partout à travers le monde. Votre propre réaction? Ok, comme nous l'avons abordé, on avait juste abordé un point, c'était les arrangements particuliers concernant les accords entre l'UDPS et le FCC. Maintenant, si le temps nous le permet aujourd'hui, nous pourrions aborder 2 ou 3 thèmes simples d'organisation qui sont inclus dans l'accord entre les 2 parties, notamment en ce qui concerne la gestion au sommet de l'État. Donc, comme on est en train de le constater, les arrangements particuliers dans l'accord stipulaient clairement que les nominations des personnalités au sein de ce nouveau couple gouvernemental, les nominations se feront par morceaux. Donc, on est en train de voir comment les remaniements se font ponctuellement entre la présidence actuelle et la présidence de Kabila qui organise tout dans l'ombre. Donc, nous avons vu le changement au niveau de l'ANER, certaines personnalités ministérielles ont été débarquées. Ça, ce sont les décisions uniquement du FCC pour pouvoir mettre à la place des hommes méconnus du grand public, mais beaucoup plus dangereux que les précédents. Donc, nous aurons l'occasion de les voir dans les jours qui arrivent, notamment au niveau du service de sécurité, où nous verrons que les rafles habituelles où le parti FCC était habitué à opérer sur les territoires va s'intensifier, mais d'une manière discrète. On va commencer à faire des opérations discrètes. Donc, il faut rester vigilant pour pouvoir dénoncer tous ces petits détails qui peuvent gêner la libre expression pour nous et pour les autres qui sont sur les territoires. J'ai eu beaucoup de commentaires, mais un Congolais des États-Unis, il vous a suivi, il m'a appelé très tôt le matin avec des calages horaires, il était en colère, mais comment Patrick Iliko peut dire ça, que de temps sont des experts en diplomatie. Il était furieux. Vous avez tapé à côté? Oui, les gens peuvent ça peut paraître furieux, ils peuvent pour eux dire que non, ces gens-là, ça fait plus de 40 ans qu'Ethembo Mwamba est dans les circuits. Donc en termes diplomatiques, c'est la durée moyenne pour acquérir ce qu'on appelle la maturité diplomatique, avoir le langage, le comportement, le savoir-faire diplomatique. Ce n'est pas que le contenu de ce qu'Ethembo Mwamba est capable de faire pour et au profit de la RDC est valable. Non, je ne parle pas du contenu du programme diplomatique. Non, je parle de l'expérience accumulée au niveau diplomatique et des réseaux et des relations qu'il peut avoir au niveau international. Ça compte dans les décisions cruciales, comme on l'a vu, pour faire passer l'UDPS comme étant les vainqueurs. Il a fallu des complicités à haut niveau diplomatique, pour pouvoir faire avancer cette idée qu'on pourrait mettre quelqu'un de méconnu du grand public, mais qui a une certaine popularité à l'intérieur. Voilà, donc c'était juste pour montrer à nos compatriotes que la politique, la vraie haute politique, n'est pas tout à fait dans toute configuration exactement comme nous voulons que ça soit. Donc, si nous voulons que les choses évoluent vers nos ambitions personnelles ou collectives, il va falloir que nous tenions compte des réalités diplomatiques telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, Félix, qu'on les veuille ou pas, le président actuel, est en train d'utiliser le même service diplomatique, le même service, avec les mêmes personnels. Donc, cela prouve bien que ce que j'avais dit concernant Thembo Mwamba, ce n'est pas que Thembo Mwamba est un expert diplomatique pour la RDC. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il a l'expérience et les réseaux nécessaires pour réaliser des hold-up comme ils l'ont fait à travers cet accord. Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, le 5e président de la République démocratique du Congo, débarque à Kigali. Des réseaux sociaux s'enflamment. Je vois. Est-ce que essayez de nous parler de l'historique de la problématique Tutsi en RDC Congo, parce que les Congolais, quand on parle de Kigali, ça perturbe.
Oui, nous devons toujours rester dans notre esprit pédagogique pour montrer réellement à l'élite que ces choses-là doivent être maîtrisées parce que c'est notre réalité de demain, c'est déjà notre réalité d'aujourd'hui. L'arrivée des Tutsis sur les territoires congolais, l'installation des Tutsis dans nos corps sociaux, mais aussi au niveau de la classe militaire, pour ceux qui ont l'habitude de vérifier ou de vivre ou de connaître un peu les secteurs militaires des FARDC, et surtout et encore et toujours au niveau de la classe politique, c'est ça qui fait surtout mal pour la diaspora, de constater qu'il y a des intrus qui viennent gérer l'affaire publique de la RDC. Donc cette affaire Tutsi, il faut le voir à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau politique des opérations. On regardera ça au moindre détail. Il y a ce qu'on appelle les opérations au niveau social, le mixage, le brassage au niveau social. C'est ce que nous constatons sur les terrains, les tueries de nos populations à l'Est, les déplacements volontaires ou involontaires de nos populations vers l'intérieur du pays. Toutes ces stratégies opérées par la communauté Tutsi, pro-Kagame, je précise bien, Tutsi, pro-Kagame du Rwanda, toutes ces choses permettent à la grande opération Tutsi, c'est-à-dire la grande philosophie développée par Paul Kagame, qui a atteint son sommet, il faut le reconnaître, avec un développement économique régional, en tout cas dans son pays. Maintenant, selon leur stratège idéologique, il est important maintenant, une fois Kigali est en phase avec l'Occident en matière de développement, il faut maintenant essayer de faire asseoir leur mainmise dans le Grand Lac, en étouffant les autres pays et en installant des individus pro-rwandais ou des locaux, mais qui sont soumis à la mentalité, à la stratégie Tutsi. Donc, pour bien comprendre cette philosophie, il faut regarder l'historique, à quel moment et comment on a commencé à utiliser les Tutsis dans la région. Ça, c'était l'idée essentielle des colons pour pouvoir faire avancer leurs idées de développement de la RDC, en fait, d'augmentation des plus-values, sans que nous, les populations autochtones de la RDC, nous puissions bénéficier des ressorts économiques. C'était là l'idée essentielle du déplacement des populations Tutsi à la source. Après, il y a eu ce qu'on appelle les arrangements historiques. Nous appelons ça, moi j'appelle ça comme ça, ce sont des arrangements historiques, c'est-à-dire qu'il y a cette communauté Tutsi bien organisée avec une élite intellectuelle qui a fait du lobbying ici en Europe. Ils ont réussi à monter ce qu'on appelle un programme sur 30 ans, sur 40 ans pour le Grand Lac. Et malheureusement pour nous, les programmes correspondaient au moment où il y avait la chute du mur de Berlin, beaucoup d'événements ont coïncidé sur le plan politique, ce qui a permis à Paul Kagame de prendre position vis-à-vis de cela. Rappelons-nous que nos structures minières qu'on déplore aujourd'hui au Kivu ou au Shaba ou Katanga, toutes ces structures minières, au départ, ont toujours été pilotées, dirigées par les responsables des Tutsis. Même pendant la colonisation, c'était toujours les responsables des Tutsis qui géraient la Gécamine. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Il y a des cas, exemple. Oui, si nos compatriotes, pour ceux qui ont un peu la mémoire, rappelez-vous, pour ceux qui ont vécu la partie pendant la sécession de Moïse Tshombe, la gestion de la Gécamine en termes d'exploitation au niveau de la haute hiérarchie de la Gécamine était déjà entre les mains des intellectuels Tutsis qui étaient importés par les colons à l'époque. Et ce que nous voyons, les arrangements particuliers des Tutsis avec les Katangais, ce sont des réalités. Eux ont toujours eu l'habitude, ils connaissent, ils maîtrisent bien les Luba du Katanga. Les Tutsis les connaissent très bien parce que ce sont des réseaux et des relations de longue date que les jésuites de l'époque ont initiés pour permettre à ce que la population Tutsi exportée dans les années 50 puisse prendre le devant au niveau de la direction, au niveau de la Gécamine. Donc, cette philosophie de domination aujourd'hui que nous constatons aujourd'hui a été déjà préparée par la colonisation belge à l'époque. Donc, aujourd'hui, lorsque nous devons présenter ces choses à notre population, il faut rester honnête et surtout rester dans le respect historique des événements.
Parce que ce n'est qu'en faisant ça que les responsables belges ici comprendront que nous, maintenant, nous avons compris les réalités intrinsèques de la RDC. Et en comprenant ces réalités-là, nous serons maintenant capables de placer les choses intellectuellement parlant, de poser les idées pour pouvoir prendre les devants et d'évancer la stratégie Tutsi. Donc, pour moi, en tout cas, la présence Tutsi, on ne peut pas commencer à les considérer dès les années 96. Parce que les années 96 n'est que l'apogée du grand projet promis et réalisé aujourd'hui par ce qu'on appelle la communauté internationale, représentée par les responsables du MR belge ici. Hein. On aura l'occasion de les voir historiquement. Les responsables de MR sont en grande majorité, historiquement, toujours les bêtes noires compliquées pour nous, les Congolais. C'était le MR de l'époque, à l'époque coloniale, qui avait bataillé ici en Belgique, dur, bec et ongle, pour bloquer des gens de bonne foi comme Auguste Boussiéré. Nous verrons toutes ces choses-là hein, pour montrer clairement à la communauté congolaise qu'attention, les réalités que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des réalités qui sont apparues avec Mouzé. C'est déplantement. Voilà. Félix Tshisekedi à Kigali, vous, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé depuis. Non, pour les opérations, en fait, la manière dont les choses ont été menées par l'actuel président, il y a deux vues. Sur le plan diplomatique, l'actuel président a commis des erreurs, à mon avis, très graves. Le fait de ne pas tenir compte des réalités socio-économiques de nos populations congolaises avant de prendre des dispositions diplomatiques, d'aller s'agenouiller ou honorer les morts du génocide, je pense que les conseillers présidentiels doivent vérifier un peu la manière de faire. À mon sens, si vous voulez vraiment rester correct sur le plan diplomatique, on ne peut honorer, opérer ces genres d'actes que lorsque on est soi-même porteur d'une certaine paix intérieure. Hein? Or, nous savons très bien qu'à l'intérieur de la RDC, ça ne date pas d'il y a de cela quelques jours, juste avant que le président aille à Kigali, il y a eu encore des tueries à l'Est en provenance des rébellions financées et propagées par le Rwanda. Donc, sur le plan diplomatique et politique, aller se présenter devant un mémorium des génocides, c'est donner un signal très négatif de la vision que nous avons de la grande patrie de la RDC. Maintenant, il y a des gens qui nous expliquent de l'UDPS que non, il faut rester humain. En politique, il n'y a pas d'humanité. En politique, il y a des stratégies. En politique, il y a ce qu'on appelle les intérêts. Les intérêts. Donc, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de sentiments. Pour ceux qui veulent qu'on devienne sentimental au niveau politique, on leur laisse le temps de faire ce qu'ils veulent. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire de la politique, c'est un monde des intérêts. Il faut bien comprendre où se placent nos intérêts. Après, sur le plan économique, parce que c'était le but, paraît-il, du président, là, je suis vraiment très, très déçu du manque d'analyse et du manque de compréhension des dossiers congolais de la part du président. Lorsque nous savons qu'aujourd'hui, les minerais congolais représentent 80% des capacités du Rwanda. Lorsque nous savons que les difficultés politiques intérieures que nous avons sont encore résultat de la complicité des opérateurs rwandais. Lorsque nous savons aussi, encore une fois de plus, que les structures économiques de l'Est sont complètement occupées par la mafia permissif et organisé, structuré par le Rwanda en provenance du Kenya, de la Somalie. Tout le monde est là-bas à l'Est. Donc, lorsque le président va au Rwanda pour aller chercher les capitaux financiers, à mon avis, sur le plan économique, c'est une grave erreur. C'est de dire que le Rwanda aujourd'hui a une force financière capable de financer les différents travaux, combien coûteux
qui doivent être investis en RDC. Donc, tout le monde voit bien que ce n'était surtout pas une opération économique, mais plutôt une opération politique et surtout diplomatique de la part du président pour apaiser un peu l'esprit de Paul Kagame et lui dire, voilà, nous avons réussi ensemble à doubler, oui, nous avons réussi ensemble à doubler toute la classe politique congolaise et que maintenant nous aurons un semblant de démocratie qui permettront à ce que les grands projets rwandais continuent de pulluler. Donc, nous aurons aussi l'occasion de regarder comment l'actuel président est en train de fonctionner au niveau intérieur pour faire passer les intérêts Tutsis. Qui sont les actuels prédateurs congolais et étrangers au Congo démocratique? Oui. Nous entendons dans la diaspora, mais aussi à l'intérieur du pays, il y a une suspicion, on dit que voilà, l'Occident d'une manière générale, est contre le peuple congolais. Et je suis dans la grande déception de voir ces analyses simplistes. Il y a des prédateurs, oui, au niveau de la communauté internationale, qui sont facilement identifiables et qu'on peut facilement canaliser pour les maîtriser et leur permettre de les réorienter différemment. Parmi les opérateurs dangereux pour la RDC à l'étranger, sur le plan politique, j'ai cité tout à l'heure le parti MR belge. Dans le parti MR belge, je précise encore une fois de plus que dans le parti MR belge, vous avez deux courants. Il y a un courant qu'on appelle le courant des affairistes et il y a le courant qu'on appelle le courant des idéologues. Le courant des idéologues a toujours été pro-congolais. Parmi les personnalités très connues du qui ont opéré les grandes choses en RDC, je citerai le grand et éminent professeur, l'ancien maire de Liège, Auguste Bousseret, que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la RDC doivent connaître ce nom-là, parce que c'était lui qui a été à la source de toutes les grandes stratégies politiques et économiques avant l'indépendance qui ont permis à ce que nous puissions accéder à l'indépendance. Donc l'occasion nous est donnée, nous aurons à citer comment l'ancien professeur, M. Bousseret, a travaillé pendant une législature, 5 ans. Il avait besoin juste de 5 ans pour faire passer la RDC de la période coloniale à la période des négociations de la table ronde. Voyez? Donc, ce qui nous amène à dire ceci, que contrairement, encore une fois de plus, à ce que nous entendons au niveau de nos responsables politiques, la RDC politiquement est très simple à changer. Historiquement, nous pouvons le constater. Pour quitter la colonisation, la RDC, il nous a fallu simplement 5 ans. 5 ans, une législature pour M. Bousseret, d'annuler les lois ségrégationnistes de l'époque, de préparer une élite dirigeante de la RDC à travers les constructions des grandes universités congolaises de Kisangani, de Lubumbashi et celui de Kinshasa. Toutes ces opérations-là, M. Bousseret l'a fait en l'espace de 5 ans pour former cette élite. M. Bousseret a fait voter des lois ici au Parlement belge dans les années 50, avant la table ronde, pour permettre l'organisation de ce qu'on appelle les structures syndicales. Au niveau des structures syndicales, nous avons vu apparaître nos élites comme le feu Patrice Emery Lumumba, qui est aujourd'hui très connu à travers le monde. Après, il a aussi préparé ce qu'on appelle l'élite économique, avec des garçons comme Moïse Tchombé. Tout ça, c'est encore l'œuvre de M. Bousseret. Voyez? Donc, M. Bousseret a encore travaillé avec l'Église catholique qui, jusqu'aujourd'hui, reste encore aux affaires politiques, avec le cardinal Maloula, ainsi de suite. Toutes ces personnalités-là ont été mises en avant avec la stratégie politique amenée à l'époque par le ministre des colonies, le fameux M. Auguste Bousseret. Donc, quand vous regardez historiquement, nous comprenons que lorsque le Congo a accédé à l'indépendance dans les années 60, il a fallu au maréchal, le feu maréchal, simplement 5 ans, une législature encore, pour faire basculer du régime de l'indépendance au régime du maréchal Mobutu. Et nous avons encore
Et un exemple plus récent, c'est celui de M. Joseph, de M. Mouzé. Lorsque Mouzé est arrivé à Kinshasa dans les années 96, et il lui a fallu simplement, 97 plutôt, il lui a fallu simplement 3 années pour mettre fin à la structure politique de l'ancien régime de la Deuxième République. Vous n'avez pas fait 3 ans. Il lui a fallu 3 ans pour juguler ces opérations-là et installer un gouvernement de transition, gérer un peu. N'eût été les incidents avec nos frères Tutsi pro-Kagame de l'époque, Mouzé aurait réussi en l'espace d'une législature, une fois de plus encore, à transformer la RDC. Donc aujourd'hui, force est de constater que si nous n'arrivons pas à changer les choses, ce n'est pas parce que la RDC est devenue trop complexe, ce n'est pas parce que la communauté internationale est devenue plus puissante, elle a toujours été plus puissante, mais ça n'a jamais empêché la RDC de se transformer d'année en année. Est-ce que les minéraux du Katanga et du Kivu empêchent le Congo à être un pays démocratique? Parce qu'on dirait tous les prédateurs, tous les vautours tournent autour du Katanga et du Kivu. Oui, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait des prédateurs politiques, hein, comme j'ai cité le MR. Sur le plan économique, on a des grandes firmes internationaux qui sont en fait le dernier maillon de la chaîne économique. Et les premiers maillons sont nos responsables politiques actuels, certaines responsables politiques actuels, comme par exemple M. Moïse Katumbi, qui lui contrôle les Katanga en matière minerais. Hein. Il a quand même 30 à 40% des capacités d'exportation du Katanga aujourd'hui. Ce n'est pas rien lorsque nous savons qu'au Katanga, nous avons l'uranium, la première source financière de haut niveau que la RDC pourrait récupérer les fonds. Au Katanga là-bas, nous avons l'or qui peut être aussi exploité là-bas, le cobalt qui est aussi une des ressources très intéressantes actuellement avec toute l'informatisation et le système informatique. Donc, on voit très bien qu'à l'intérieur, ces gens de personnalités, M. Moïse Katumbi, malgré tous ses efforts d'aider la classe politique, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas prêts à accepter le chamboulement économique dont la RDC a besoin. Donc, Katumbi ne pourra pas accepter le chamboulement que la RDC a besoin pour pouvoir assumer sa responsabilité sociale. On a 85 millions de gens à mettre en mouvement, à stabiliser socialement. Ben, il va falloir retrouver les ressources. Il n'y a aucun pays qui a les capacités d'investir à lui tout seul suffisamment pour développer les structures sociales dont la RDC a besoin. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, que les responsables politiques de la RDC prennent le contrôle des ressources minières. Vous voyez, c'est ça le défi en fait. Lorsque nous regardons comment nos stratèges politiques réfléchissent pour pouvoir envisager l'avenir, on se limite toujours à des structures politiques. Or, il y a un raisonnement beaucoup plus vaste qu'il va falloir faire aussi. Comment redistribuer et réorganiser en équilibre avec les classes sociales inférieures l'économie intérieure du pays. Mais et pourtant, Katumbi est en exil, il ne contrôle plus les mineurs du Katanga. La politique congolaise est très dynamique et très compliquée. À l'UNIS, il n'est jamais linéaire. Ils ont toujours tendance à nous expliquer que voilà, c'est le réel politique. En fait, c'est la réalité qui est imposée. M. Katumbi, même à l'extérieur, continue toujours de faire grandir son entreprise via des relais. C'est-à-dire qu'il a vendu officiellement les positions des minerais du Katanga à des structures économiques étrangères, mais dont lui-même reste toujours actionnaire à l'intérieur. N'eût été ça, aucune des réunions politiques qu'on a vu défiler à travers la diaspora ici n'aurait pas été possible sans Moïse Katumbi aujourd'hui. Parce que M. Bemba, qui est aussi celui de la Mouka, n'a pas suffisamment de surface de ressources financières aujourd'hui, en tout cas, pour pouvoir faire face à ces types d'opérations-là. Donc nous comprenons très bien que le levier financier
est un outil fondamental et très important pour la gestion de la RDC de demain. Donc, on ne doit pas avancer sur ces sujets-là avec des partis pris ou aveuglement. Parce que notre capacité de sortir de la crise politique passe aussi, comme on l'a vu avec les députés de l'UDPS, passe aussi par la maîtrise de nos capacités financières et en même temps passe aussi par le contrôle. Maîtriser nos capacités financières, c'est mieux contrôler et mieux gérer les déplacements des séminaires à travers la RDC jusqu'à la sortie pour les opérations douanières. Donc, lorsque nous citons des personnalités comme ça, nous savons que nous sommes exposés, mais nous pensons réellement qu'aujourd'hui, la population congolaise doit comprendre une chose, que tous les présidents actuels, s'ils sont capables de survivre et d'augmenter la corruption, c'est parce qu'ils ont rendu les systèmes miniers opaques de la RDC. Monsieur Patrick Eliko, en lisant vos pensées, je vois, vous affirmez Kabila Félix, et il confisque le pouvoir politique, et puis Ben Bakatumbi confisque le pouvoir de l'opposition. De l'opposition congolaise, par le biais de l'Angola. Donc, notre souci, c'est de ne surtout pas avoir ce qu'on appelle des partis pris. Moi, je ne suis membre d'aucun parti. Notre souci, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et de bien voir les grandes lignes, comment ça se dresse. Nous avons vu en lisant simplement les accords UDPS-FCC qu'il y a eu une paire qui s'est constituée au sommet de l'État, une gestion combinée. Il y a une personne qui va prendre le contrôle de la diplomatie à terme, comme on l'a dit la dernière fois, Félix Tshisekedi devra prendre à terme, c'est-à-dire vers le bout du mandat, la maîtrise complète de la diplomatie. Et nous avons M. Joseph Kabila, l'ancien président, qui lui, à terme, devra rendre de compte à une population sulfureuse aujourd'hui, qui conteste, chaque ligne sont contestées. L'erreur que notre population aujourd'hui est en train de commettre, c'est de demander à l'actuel président de gérer la politique intérieure. Or, nous savons tous que les ministres, les secrétaires d'État, le système politique intérieur aujourd'hui est entre les mains du FCC totalement. Il n'y a aucun poste où on a dédié même une partie à l'UDPS. Donc, c'est quand même une erreur stratégique de la part de nos populations. Pourquoi? Parce que l'élite congolaise n'a pas expliqué à nos jeunes gens de la RDC qu'attention, la gestion quotidienne de vos vies n'est pas encore entre les mains de l'actuel nouveau président. Donc, vous comprenez très bien que les revendications et les contestations de la base de l'UDPS ne pourront jamais aboutir parce que les gestionnaires au quotidien sont ceux du FCC. À moins que le président Kabila, brutalement, à cause de réel politique, de la pression de la rue, voilà, l'Église catholique des Américains, de la rue surtout, se sent obligé de faire intégrer certaines personnalités de l'UDPS. Et là encore, je suis dubitatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup du monde qui se presse à la porte pour venir gérer les affaires intérieures. Vous voyez? Donc, ce qui me laisse à comprendre une chose, j'ai dit ceci, que nous devons faire très attention à la manière dont nous voyons les choses pour ne pas faire des erreurs de diagnostic, comme nos prédécesseurs l'ont fait. Quelles sont les erreurs? Les erreurs, c'est de croire qu'il y a le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, en RDC, il y a ce qu'on appelle le corps politique, la classe politique tout entière. Elle est positionnée avec un seul objectif, sauvegarder une constitution qui est déjà annulée, de fait. Comment c'est annulé de fait? Depuis 2011, la RDC fonctionne sur des accords particuliers. Il y a les accords de la Saint-Sylvestre, il y a les accords de ceci, c'est des accords de la Saint-Sylvestre qui permettent à ce que les prisonniers sortent, c'est des accords. On nous dit constamment que les opérateurs politiques de la RDC, depuis 2011, n'ont pas besoin des institutions constitutionnellement requises pour pouvoir fonctionner. Donc, cette réalité-là, on doit faire très attention avec ça. Pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sur des accords. Un pays doit être assis sur des règles constitutionnelles claires et une répartition des pouvoirs claire, avec des responsabilités claires.
Du coup, lorsque nous savons que c'est tel ministre de l'UDPS qui gère telle industrie ou telle chose, nous pouvons maintenant, grâce à nos contacts, faire des études précises et soumettre à notre population des réalités économiques qui se passent en RDC. Vous voyez, c'est comme ça qu'on change un système, c'est comme ça qu'on arrive à mettre la pression. Lorsque vous dites que Kabila contrôle l'intérieur, mais c'est aussi la Constitution. Non, non, la Constitution ne dit pas que la majorité présidentielle parlementaire, comme ils sont en train de nous dire que c'est la majorité parlementaire qui doit gérer les affaires intérieures. Non, on nous dit que la majorité parlementaire, c'est dans cette majorité-là qu'on devrait choisir le Premier ministre. Qui est le chef du gouvernement. Qui est le chef du gouvernement. Mais le Premier ministre est choisi, lui devra composer son gouvernement sous sa propre responsabilité. Oui, c'est-à-dire... Comme ils sont majoritaires. Oui. Donc c'est la suite logique que ces ministres puissent être majoritairement FCC. Oui, ça paraît simpliste comme ça, mais comment ce ministre majoritaire du FCC vont-ils concorder, gouverner en concordance avec les projets sociaux dont réclame l'UDPS? Vous voyez très bien qu'à un moment donné, sur le plan constitutionnel, on est arrivé quasiment au bord du gouffre, parce que l'UDPS, qui est aujourd'hui qui ont le contrôle du pouvoir exécutif, sont en train de nous faire avaler une réalité qu'ils n'arriveront jamais à tenir dans la durée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, nous devons transformer le corps social. Or, le corps social, que ce soit pour les travailleurs de l'État ou les travailleurs privés, comme on l'a vu avec les jeunes, les femmes, les hommes qui sont sortis contre les Libanais, on l'a vu encore avec la base de l'UDPS quand ils sont sortis à la rue pour contester la corruption des sénateurs. On a vu comment la présidence a fonctionné. La présidence a fonctionné sans tenir compte des ministres et de l'organisation institutionnelle en place, selon les règles constitutionnelles. Donc nous sommes en train de voir autre chose, ils sont en train de nous dire autre chose. Mais c'est un peu... Vous affirmez que Kabila Tshisekedi contrôle, confisque le pouvoir politique, mais en vous écoutant, c'est comme si c'est Kabila qui confisque. Tshisekedi n'est que comment... Moi, j'ai beaucoup aimé... j'ai beaucoup aimé une illustration de notre ami Martin Fayulu à la télévision. Il a dit qu'attention, nous sommes en train de voir une réalité qu'on a vue déjà en RDC, il y a de cela quelques années, avec une organisation exécutive à 4 têtes. On a fonctionné à 4 têtes à un moment donné en RDC. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a une exécutive à 2 têtes fonctionner. Mais pour les gens du FCC, ils sont habitués à ça. Mais les gens qui ne sont pas habitués à ça, c'est les gens de l'UDPS. Alors, Pasteur Bobo, c'est très difficile, comme je l'ai annoncé la dernière fois, nous sommes en train de rentrer dans une phase où, pour chaque opérateur politique de la RDC, les choses ne seront pas si simples que ça. Pourquoi? Parce qu'à trop tirer sur les règles, on arrive à être au bord de la rupture. C'est pour ça que j'ai invité nos compatriotes congolais intellectuels de commencer déjà à réfléchir, parce que nous n'allons plus faire des erreurs du passé. Nous avons hérité d'une constitution bancale, constituée essentiellement avec une idée principale que le président de la RDC doit être une minorité. Et à terme, dans les idées de responsables du FCC, à terme, nous devons avoir un président élu par les grands électeurs. Pourquoi? Parce que ça éviterait des contestations inutiles. Il suffirait de faire des arrangements particuliers au niveau du Parlement et nous dégageons un président parlementaire. Mais ça aussi, nous l'avons déjà vu en RDC. C'est ce qui s'est passé en 1960 avec le feu président Kasavubu. Donc, ces choses-là, ces petites manipulations constitutionnelles hors la loi, parce qu'ils n'utilisent pas la réglementation constitutionnelle pour avancer. Ils sont en train d'utiliser l'interprétation des règles constitutionnelles. Dangereux. Donc,
Nous disons ceci à nos amis intellectuels que désormais, nous devons commencer à préparer intellectuellement les sujets constitutionnels en présentant à la population, attention, regardez, ce que nous voyons là, ça c'est une erreur constitutionnelle. Voilà comment on devrait écrire notre constitution pour les jours à venir, pour ne plus tomber dans ces genres d'erreurs. Pour la dernière présentation, j'avais dit ceci, que attention, on aurait pu verrouiller le mode du scrutin dans notre constitution en disant une phrase toute simple, que le président de la République est élu au suffrage universel direct à 2 tours, et cela d'une manière définitive. Avec ce mot-là, personne n'aurait pu bouger ou modifier. Toute modification des structures qu'on appelle des structures verrouillées constitutionnellement, mais directement la Constitution caduque. C'est-à-dire, pour que le président puisse modifier des règles verrouillées, il faut simplement annuler la Constitution et remplacer par une autre Constitution. Voyez? Deuxième problématique sur le fonctionnement politique, Monsieur Pasteur Bobo. Il faut rester très vigilant. Donc, on a montré là que l'UDPS, la manière dont l'UDPS explique à la population comment il va mener les opérations politiques ne correspond pas à la manière réglementaire des accords qu'il a signés. Maintenant, quel miracle ils vont faire? Il y a quelqu'un qui est trompé. Soit l'UDPS, d'une manière volontaire, est en train de tromper sa base, ce que je pense être exact, ou l'UDPS est en train de dire la vérité à sa base, et dans ces cas-là, l'UDPS est en train de marcher à l'encontre des accords qu'il a opérés avec le FCC. Mais ça va amener l'État, au sommet de l'État, en explosion. Bemba Katumbi étouffe l'opposition, confisque le pouvoir de l'opposition congolaise. Expliquez-vous. Ok, là encore, ça c'est l'idée américaine. Vous savez, le Congo, notre beau pays, est un pays avec ses particularités. Ce qu'on appelle en Europe la philosophie politique. Ce qu'on appelle aussi l'esprit, la mentalité politique. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, ils ont leur manière de voir la politique et de comment les faire. Vous arrivez dans les pays francophones ou ce qu'on appelle les pays latins, ils ont aussi, malgré la même structure démocratique, mais ils ont aussi une philosophie de voir de comment ils regardent le pouvoir. Voyez? Donc, pour la RDC aussi, nous avons nos particularités. Dans les prochaines émissions, on va soulever les particularités élémentaires du pouvoir de la RDC. Mais pour aujourd'hui, on va montrer simplement comment l'opposition aujourd'hui est verrouillée. Selon la pensée américaine, la RDC est un grand pays, impossible pour la RDC d'avoir 450 partis à gérer. Mais, Pasteur Bobo, je vous signale qu'en RDC, nous avons 482 langues qui cohabitent, sans aucun accrochage linguistique. Et on a arrivé à trouver des fonctionnements, même au niveau de l'État, très simplifiés, où chacun est respecté. Donc, si les Américains disent à notre classe politique, attention, il va falloir installer des courants politiques, c'est pour facilement les corrompre. Ce n'est pas pour des facilités d'organisation, ni de stratégie, mais c'est pour les soumettre facilement à une règle. Quelle était la règle qu'ils ont soumis toute la classe politique? Ils ont dit ceci: nous, Américains, nous voulons que la RDC devienne démocratique. Oh, les États-Unis ne peuvent pas imposer à la RDC des avancées aussi phénoménales en confisquant les circuits financiers. Voyez? Lorsque nous désirons, nous, avancer vers les instances démocratiques, la démocratie a un coût. La démocratie a des responsabilités, comme on le voit ici en Occident. Lorsque nous avons une démocratie, nous sommes condamnés à bien payer nos militaires et nous sommes condamnés à bien les former pour que les militaires assurent nos sécurités comme il faut. Nous sommes condamnés à payer nos policiers des salaires raisonnables pour que ces policiers-là vivent et ne viennent pas matraquer les populations. Donc, la démocratie est très exigeante en termes d'organisation financière. Or, la RDC aujourd'hui, c'est un grand marché public où personne ne gère rien sur le plan de vue financier. Donc, si nos responsables politiques, que ce soit de l'opposition, quand ils font les visites à l'étranger, doivent toujours avoir au coin de leur idée
que la RDC a ses spécificités. Nous n'avons pas encore le contrôle de l'économie du pays entre nos mains. Donc pour ça, aucun opérateur international ne peut nous donner des directives à quelle vitesse devrons-nous arriver à une structure politique stable. Vous voyez? Déjà ça. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là? Les Américains, lors de la période transitoire, ont convoqué que ce soit les responsables du régime ancien, c'est-à-dire les membres du FCC, et aussi le corps politique tout entier. Même l'Église a été appelée à Washington pour leur dire un mot, en leur disant ceci: vous respectez la constitution mise en place et vous organisez les élections et les vainqueurs sera là. Et en tripatouillage derrière tout le monde, ils ont structuré les accords particuliers que nous avons aujourd'hui entre les FCC et l'UDPS. Donc, derrière encore notre dos, ils sont en train de dire à Martin Fayulu, que j'ai suivi un peu rapidement, ils sont en train de lui dire que voilà, il faut organiser l'opposition d'une manière politique. Mais les Congolais n'ont pas besoin d'organiser une opposition politique. Parce que les Congolais savent aujourd'hui dans quelle direction ils veulent aller. Ils veulent d'abord avoir les contrôles de l'économie, avoir le corps social qui fonctionne pour avoir une démocratie stable. C'est que lorsque vous mettez vos micros à la population vous dit « ça va mal ». Vous leur demandez « qu'est-ce qui va mal ?» Ils disent « non, nous avons beaucoup de problèmes, nous, socialement ici ». Jamais aucun Quinois ou aucun Congolais à l'intérieur nous dit « non, nous avons des problèmes, des accords politiques entre le parti MLC ». Tout le monde s'en fout. Tout le monde sait qu'en matière, le problème de la RDC n'est pas un problème politique. Comme notre confrère Kwebe l'avait dit la dernière fois, nous n'avons nullement de problèmes politiques en RDC. Nous pouvons avoir des problèmes constitutionnels comme beaucoup de pays l'ont. Comme nous aussi on l'a. On est en train de le montrer que notre constitution atteint des limites. Les articles se changent. Mais nous n'avons pas de problèmes politiques. Maintenant, aujourd'hui, avoir deux plateformes, FCC et l'UDPS au pouvoir. Et une deuxième plateforme, ce qu'on appelle la MOCA aujourd'hui, transformée à une bande d'un parti politique. Ok, moi, j'ai regardé ça et je suis devenu dubitatif à voir ça. Comment maintenant nous allons fonctionner? Nous allons fonctionner avec deux courants politiques à l'intérieur de la RDC. 85 millions de gens à gérer par deux groupes d'individus qui eux-mêmes n'ont pas encore assimilé les règles démocratiques au sein de structures. Patrick Eluko, qui sont derrière Kabila Tshisekedi? Parce que vous aimez bien les... Bon, on sait déjà, oui, on sait déjà que malgré les intérêts politiques, on sait déjà que la France, malgré le changement des positions, la France n'est pas avec l'UDPS et le FCC. On sait déjà ça. Mais est-ce que la France est d'accord avec la MOCA? Les questions restent posées. Voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de la France, quel pays encore est en contestation du couple FCC-UDPS? On le constate qu'il n'y a plus personne. Tout le monde est en approbation. Que ce soit en Afrique, dans le Grand Lac, ou en Afrique, au niveau des instances africaines, même au niveau de l'OIF, tout le monde est d'accord que Félix, l'actuel président, peut apporter des modifications substantielles de la manière de gérer les affaires politiques. Donc je dors debout encore en écoutant ça. Il y a une masse de plus de 40 millions de gens qui sont en contestation régulière et constante sur les mêmes sujets. Si cela se faisait en Europe, le gouvernement est renversé. Chaque jour, on renverse le gouvernement parce qu'ils sont têtus. On est parti aux élections, tout le monde a voté contre les FCC est resté. Après, UDPS, les gens ont voté à 15%, l'UDPS est arrivé à la présidence sans les députés. Maintenant, qui va faire les lois au profit des populations? Personne. Qui va faire les lois au profit des populations? C'est certainement pas les gens du FCC. 18 ans au pouvoir sans faire les règles. Sans établir les règles du jeu claires. Maintenant, qu'on me dise gentiment que la MOCA aujourd'hui, telle qu'elle est organisée, elle sera équipée dans 5 ans des grands orateurs et des grands écrivains législatifs capables de faire basculer
le système Et qui sont organisé. derrière l'AMOCA? Derrière la MOCA, nous avons les puissances minières qui sont derrière Katumbi, qui sont derrière la MOCA. Nous avons quelques diplômes, le parti émer affairiste belge. Nous avons d'une manière un peu distante quelques personnalités de droite en France qui sont aussi attirées par ce qu'ils voient au sein de la MOCA. Et au niveau du Grand Lac, où les choses se passent, la MOCA a beaucoup de problèmes. La MOCA est bien vue en Ouganda grâce à notre confrère Bemba, mais la MOCA est mal vue à Brazzaville. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. À l'Ouganda, il y a aussi Moussa Nyamwisi, vous avez cité Bemba. Oui, oui. Moussa Nyamwisi, je le cite moins parce qu'il est là sans être là. Et Brazzaville Kigali. Ok. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Brazzaville aujourd'hui voit d'un très mauvais œil tout ce que Martin Fayulu est en train d'opérer. Brazzaville est en train de se dire, si demain à 8 h du matin, la MOCA arrive au pouvoir à Kinshasa, qu'est-ce qui va se passer l'heure qui suit? Brazzaville est en ébullition de renversement. Pourquoi? Parce que le peuple congolais de Kinshasa aura montré la voie à comment mettre à genoux un système qui ne vous écoute pas. Vous voyez? Donc Brazzaville, à l'heure où nous vous parlons, sont en train de réfléchir comment ils vont mettre les bâtons dans les roues sur le plan diplomatique à la MOCA pour que la MOCA arrête de chercher l'impérium du résultat. Kigali qui avait crié, nous allons débarquer à Kinshasa, ne proclamez pas les résultats. Ils ont fait volte-face Kigali. Là encore, cela montre que nos amis de la MOCA, ils ont fait confiance aux relations personnelles qu'ils ont avec Kigali. Ils n'ont pas considéré que la grande politique, surtout les intérêts de la RDC, oblige nos dirigeants à avoir une organisation diplomatique. Une organisation diplomatique. C'est pas la même chose. La politique n'a pas d'amis. Voilà. Ils sont en train de faire. Mais voilà, voilà, Pasteur Bobo. C'est étonnant, le jour où, si on les filme avec des micros cachés, nos responsables politiques actuels, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, que ce soit de la MOCA ou du compère FCC, Monsieur Bobo, vous serez étonné quels sont leurs comportements à l'étranger. Vous serez étonné. Lorsque vous êtes assis sur un pays comme la RDC, que vous allez à l'étranger et que vous demandez à l'étranger, venez aider-nous. Tout le monde sait que vous ne représentez rien. Les choses que je suis en train de vous expliquer ici, ces gens-là de l'étranger, du Grand Lac, ben, ils font les mêmes analyses que moi. Ils sont en train de voir les minerais du Congo parcourir le Congo sans rien payer. Et les mêmes minerais arrivent en Zambie, ils payent la douane complète. Et ils voient les responsables politiques congolais traverser pour venir chercher l'argent à l'étranger. Tout le monde se moque d'eux, sans leur dire. Heureusement, les ridicules ne tuent pas. Mais les gens de la MOCA, c'est ce que nous sommes en train d'attirer l'attention à nos confrères congolais, en tout cas nos intellectuels. Attention, il faut rentrer dans ces affaires-là et nous devons être capables de proposer des solutions de sortie. Parce que Martin Fayulu a déjà fait une partie non négligeable du trajet. Souvenez-vous que le soldat du peuple n'est que l'enfant du peuple depuis les débuts. Depuis les débuts. Il a été minoritaire comme le peuple congolais aujourd'hui. Au début des élections, il n'y a eu que 47% du corps électoral qui est parti. Une minorité. Mais dans cette minorité-là, il y a eu une voix de la majorité qui est sortie. Ça, c'est la spécificité de la RDC, monsieur Bobo. Merci beaucoup. C'était Patrick Iliko, intellectuel congolais, stratège politique. Vous l'avez écouté. On va encore continuer. C'était vraiment formidable. Mais je voulais même un petit mot au peuple, parler au peuple.
on vous suit. Ok. Désormais, nous avons devant nous une destinée. Nous avons 5 années sur lesquelles tous les rêves congolais sont possibles. Hein. Nous devons simplement maintenant être vigilants sur le plan intellectuel parce que c'est là où nous avons toujours péché par le passé. Nous avons toujours couru derrière nos hommes politiques qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, nous devons prendre du recul et commencer à construire notre propre avenir de demain sur le plan politique. Et sur le plan économique, nous allons continuer toujours à dénoncer et à montrer. Dénoncer n'est pas suffisant, mais montrer comment nous pouvons faire pour remettre les choses au cœur du corps social. Et dernière chose, sur le plan éthique, comme l'a dit le pasteur Cholet, nous avons une déficience éthique notoire. Nos responsables ne respectent plus, ne respectent rien en matière d'éthique. Pour eux, la politique, c'est toujours des avantages. La politique, avant d'avoir les intérêts, il y a d'abord l'éthique. Donc, il faut remettre l'éthique au cœur même du corps dirigeant. Tous ceux qui ne respecteront pas l'éthique pour les jours à venir doivent être des gens qui sont disqualifiés. Merci, à la prochaine. Merci.